l'Institut Tchakapesh et Puamun Meshkenu, qui ont décidé de mettre en œuvre une initiative financée par Services aux Autochtones Canada s'adressant, dans un premier temps, aux élèves inscrits en formation générale, aux adultes, et également à tous les élèves issus d'autres communautés autochtones francophones. Mon nom est Amda Walavo, je suis un acteur comédien Wendat. Je serai votre animateur pour la prochaine heure. Donc, premièrement, permettez-moi de vous donner quelques informations importantes pour le bon déroulement de l'activité. Donc, on vous demande d'abord de fermer votre micro, s'il vous plaît. Également, nous vous demandons d'écrire dans le chat si jamais il y a des questions afin de ne pas déranger la classe. Soyez assurés que votre question sera posée aux invités. Si votre question s'adresse à une personne en particulier, faites seulement le préciser en chat. Également, il est à noter que toutes les activités durant les événements de Quatorontonk du 8 au 26 mars sont enregistrées et disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube Studio CDFM jusqu'au 31 mars 2021, puisqu'il n'est pas possible pour tous les élèves de se connecter en direct. Donc, l'activité d'aujourd'hui est en lien avec le parcours des technologies de l'information et des communications. Viens découvrir différents services. Pour ce faire, nous recevons une entreprise québécoise, Frima, qui est un studio de divertissement numérique. L'entreprise est représentée par 3 personnes aujourd'hui. Fondée en 2003, Frima est un studio de jeux vidéo ayant comme ambition d'inspirer les expériences numériques de demain. Elle cultive l'audace créative dans la réalisation d'expériences de divertissement numérique acclamées par leur public, reconnues par leurs pairs et cherchées par leurs partenaires. Leurs valeurs simples et fortes, les animaux quotidiens et sont leur force motrice afin d'atteindre et de dépasser leurs objectifs ambitieux. Elles sont le fun, l'audace, la coopération et l'entrepreneurship. Avec nous, Marie-Claire Pirolo, partenaire d'affaires RH, travaille au quotidien avec les différentes équipes depuis presque 5 ans, que ce soit pour le suivi de sa carrière, que ce soit le suivi de carrière, l'information, l'embauche de nouveaux talents ou tout autre enjeu RH. Son rôle est en coopération constante avec ses collègues. Ensuite, Alexandre Veillette. Alexandre est lead programmeur chez Frima. Avec eux depuis plus de 5 ans, Alexandre a été embauché comme programmeur et a été promu en ce rôle de lead l'an dernier. Ayant d'abord commencé sa carrière comme enseignant, son parcours atypique vous montrera comment il est possible de retourner aux études pour aller en jeux vidéo. Enfin, Joanie Gagnon. Joanie est avec Frima depuis 5 ans également et occupe le poste de lead conceptrice, UI. Joanie est ambassadrice pour Frima depuis déjà plusieurs années et elle a l'habitude des rencontres étudiantes. Celle-ci a occupé des postes très variés avant d'arriver chez Frima et pourra démystifier ce qu'est le design d'interface. Alors voici, sans plus attendre, je vous cède la parole. Super, ben, merci beaucoup. Anawa, c'est super apprécié. Donc, je m'appelle Marie-Claire. Donc, je fais partie de l'équipe RH, puis je suis avec mes collègues Joanie et Alexandre. Si vous voulez, je vais vous partager la présentation, puis on va pouvoir se lancer. Donc, tout le monde voit bien ce que je partage. C'est good? Super. Bon, parfait. Ben, peut-être une petite introduction là, pour commencer. Pour se connaître un petit peu, ben Andawa a fait un super bon résumé là, de chacun de nos rôles, qu'est-ce qu'on fait, puis on va pouvoir y aller plus en détail. Donc, je commence, puis après ça, je cède la parole à mes collègues qui vont pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'ils font vraiment en production de jeux vidéo. Puis, on a mis une petite partie interactive pour pouvoir avoir des contacts avec vous. Donc, si vous voulez, je vais la lancer. On va voir si ça fonctionne. Donc, pour nos questions qu'on faisait à main levée, étant donné qu'on est à distance aujourd'hui, on vous propose d'aller sur le site slido.com. Vous pouvez y accéder sur vos cellulaires, sur votre ordinateur si vous y avez accès. Puis, vous allez avoir un code d'accès aujourd'hui qui est le Q738. Quand vous vous connectez, vous allez pouvoir répondre à nos questions. Fait qu'on va avoir l'interaction avec vous dans la présentation. Puis la première question qui est proposée, c'est vraiment que représente pour vous le domaine des jeux vidéo en un mot. Donc, on va tester ça, voir si ça fonctionne. C'est moi qui ai mis le code, je m'excuse, je voulais pas écrire ça comme moi. Ben c'est bon, on voit que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé, on va voir. OK, bon ben, j'ai pas encore
n'ai pas encore le mot qui le décrirait, mais si vous voulez, je vais aller avec des choix de réponse. Peut-être que ça va être un peu plus simple, puis gênez-vous pas si vous pensez à quoi que ce soit. Dites-nous-le. Le but, c'est que ça puisse être interactif malgré la distance. Fait qu'on va y aller avec une autre question vraiment d'introduction, juste pour connaître un petit peu votre avis. Est-ce que le domaine du jeu vidéo vous intéresse? On a mis 3 choix de réponse. Le premier, à 100%, quelqu'un qui aimerait travailler dans le jeu vidéo plus tard. Oh, c'est bon, ça part bien. Sinon, je ne sais pas, je vais en découvrir davantage. Ou pas vraiment, il n'y a rien d'obligatoire de ce côté-là. Fait que, ben, super, on voit que l'intérêt est là. Fait que, génial, on va pouvoir vous en apprendre davantage, ça, c'est certain. Fait que, super. Puis, petite dernière, si jamais il y en a qui sont allés chercher sur Frima, pourquoi notre studio s'appelle Frima? Donc, est-ce que c'est le prénom d'un de nos fondateurs? Est-ce que ça serait une référence à nos débuts dans un appartement mal isolé? Un nom qui aurait été choisi par nos employés? Ou est-ce que c'est parce qu'on adore l'hiver et le froid? Je laisse le temps de regarder ça. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Vraiment super. Fait que oui, vous avez raison, en grande majorité, là, c'est une référence à nos débuts. Nos 3 fondateurs se sont lancés en affaires en 2003 dans le quartier Saint-Roch où notre studio est encore aujourd'hui. Puis, c'était au mois de janvier 2003. Il était dans un appartement mal isolé. Les fenêtres avaient du frima, il était complètement gelé. Puis, nos fondateurs se sont dit ça serait une bonne idée de garder ce nom-là. Ça se dit bien en français, ça se dit bien en anglais. Puis ça va pouvoir nous rappeler nos départs plus humbles dans ce petit appartement-là. Puis éventuellement, un jour, grossir à un studio. Donc, 67% l'ont eu. C'est super. OK, j'arrête les petites questions pour l'instant. On va en avoir d'autres un petit peu plus tard. Puis, je vous dis le plan de match qu'on a pensé pour vous aujourd'hui. Donc, on commencera un petit peu avec qui nous sommes chez Frima, l'histoire, les valeurs, les projets. Ensuite de ça, vraiment une carrière chez Frima, à quoi ça peut ressembler, donc des avantages qu'on a au studio, des emplois qui peuvent être liés au domaine. Puis après ça, on tombe dans la partie qui, je crois, est la plus le fun, c'est-à-dire la rencontre avec nos ambassadeurs, donc Joanie et Alexandre, qui vont pouvoir vous parler c'est quoi leur métier, c'est quoi leur parcours aussi. Puis on va finir en testant certaines de vos connaissances, puis en jasant si vous avez des questions. Donc, gênez-vous pas, c'est le fun de pouvoir y répondre, puis peut-être de vous donner plus d'informations. Je commence avec la base, avec 3 petites caricatures. C'est ces gars-là, nos 3 fondateurs, les personnes dans le petit appartement. On a Christian, qui est la première bulle que vous voyez, celle dans le milieu qui est Philippe, puis la troisième qui est Steve. Puis les 3 avaient un métier différent. Donc, Christian, le premier, était illustrateur BDiste. Donc, lui faisait beaucoup de caricatures, des mandats vraiment comme contractuels, pas juste en jeu vidéo. Peut-être pour ceux qui l'ont déjà connu, il faisait des caricatures dans le temps dans le magazine Safari. Fait que, voilà, ça donne une petite idée. Sinon, dans le milieu, on a Philippe. Philippe, lui, il était animateur de profession, donc qui travaillait déjà dans un studio de jeux vidéo. Puis, il travaillait avec notre 3e fondateur, Steve, qui, lui, était programmeur de profession. Donc, les gars se sont rencontrés, se sont dit, on part en affaires ensemble. Puis, le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire l'historique de toutes ces années-là parce que ça commence à faire un petit bout de temps que Frima existe. Mais c'est peut-être juste de voir un petit peu l'évolution que ça a commencé avec ces 3 personnes-là. Un départ assez humble. Puis maintenant, dans le studio, on est environ entre 160 et 170 employés. On est toujours dans Saint-Roch, mais ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué aussi côté projet qu'on fait. Donc, on a commencé avec des plus petits projets. Puis voilà, de plus en plus, on a diversifié ce qu'on faisait. Fait on passe directement à Frima aujourd'hui, le bon actuel. En ce moment, en 2021, c'est quoi Frima? Bien, c'est une entreprise qui a 18 ans d'existence aussi. C'est plus de 150 employés. La moyenne d'âge est de 34 ans. Puis, il y a 75 d'hommes, 25 de femmes. Vous l'avez peut-être déjà entendu, le domaine du jeu vidéo, des fois, peut sembler à prédominance masculine, mais ça bouge beaucoup. Puis nous, on espère voir de plus en plus de femmes dans l'industrie dans les prochaines années. Ça, c'est certain. Puis notre champ d'expertise, je pense que vous vous en doutiez, jeux vidéo, c'est ce qu'on fait. Au travers des années, on a déjà touché
à la télévision, aux effets spéciaux, au cinéma, mais on s'est vraiment concentré sur ce dans quoi on était les meilleurs, puis c'est en jeux vidéo. Fait que je vais passer à nos valeurs. Andawa vous les a nommées, mais on a un petit vidéo de nos valeurs. On va voir un peu les 4. Et voilà. Donc, les 4, là, si je les regarde en ordre ici, la première en rouge qu'on a avec le petit chapeau, c'est le fun. On est dans le domaine du jeu vidéo. Pour créer des jeux de fun, il faut avoir du fun à les faire aussi. Donc, ça va être quelque chose qui va être très important au quotidien. La deuxième, c'est l'audace avec le petit bonhomme un petit peu plus rock'n'roll. L'audace, parce qu'on veut faire des jeux qui se démarquent. Quand on disait qu'on veut de l'audace créative, qu'on veut faire les choses différemment, c'est ça va prendre l'audace au quotidien. La coopération, c'est certain, Joanie et Alex, on pourra vous le dire aussi, c'est un travail qui est en constante coopération, pas seulement avec les gens qui font le même métier que nous, mais avec différents métiers. Donc, ça va être vraiment important. Puis enfin, l'entrepreneurship, c'est vraiment d'être proactif, d'aller de l'avant. C'est un peu l'histoire de notre studio aussi. Donc, voilà pour les valeurs. Un petit peu, ça se déchante. Maintenant, les projets. Bien, les projets, c'est sûr qu'il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille qui ne sont pas encore annoncés ou qui ne sont pas encore sortis. Donc là, on vous en nomme quelques-uns. Si vous voulez aller voir, s'il y en a qui sont curieux, dans nos projets qui ont été annoncés dans les derniers mois, on a un projet qui s'appelle Disciple, qui est en partenariat avec un publisher qui s'appelle Calypso. Donc, c'est un projet qui est entièrement réalisé au studio, qui est en co-développement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un partenaire, puis on est ensemble en équipe pour développer le jeu. Donc, il va bientôt faire sa sortie. Puis, on a le jeu Forza Street. Peut-être certaines connaissent déjà la franchise Forza Motorsport. Donc, ça va être un projet qu'on fait avec Microsoft puis Niantic de jeux de course d'auto, du côté collection, donc côté mobile. Alex va pouvoir vous en donner un petit peu plus de détails. Puis sinon, dans des projets qui sont déjà sortis, mais qu'on voit qui peuvent être quand même assez différents, Pictionary Air, qui est un projet, vraiment le jeu de Pictionary, mais avec la réalité virtuelle. Un projet d'Iron Man, qui était vraiment un projet en jouets connectés, donc un petit peu plus différent que ce qui est jeu vidéo. Puis, le lobby Twitch, je ne sais pas si certains sont familiers avec Twitch, mais on a fait un projet avec eux qui était pour que leur quartier général ait un lobby interactif. Donc, c'est ça. Puis, pour les projets, c'est sûr que si jamais ça vous intéresse, si Frima vous intéresse, la meilleure façon, c'est souvent de regarder sur nos pages. Donc, c'est toujours des annonces qu'on a bien hâte de faire, sur quoi on travaille. C'est quelque chose d'aller découvrir avec le milieu du jeu vidéo. Parfois, il faut garder ça assez confidentiel, assez secret pendant la production. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà familiers avec ça. Mais quand on peut sortir les jeux, c'est toujours une grande fierté de pouvoir dire un peu sur quoi on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est côté projet. Maintenant, je pense avec les avantages studio. Juste pour que vous puissiez voir s'il y en a qui sont moins familiers un peu, ça peut ressembler à quoi un studio de jeux vidéo? Est-ce que c'est différent d'un autre emploi? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, l'environnement de travail unique, on a mis quelques images là, peut-être pour que vous puissiez le voir. Donc, nous, on est au centre-ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch. C'est des espaces qui sont entièrement à air ouverte, puis avec des équipements à la fine pointe de la technologie, c'est certain, pour travailler sur les dernières... c'est ça, les dernières choses qui ont été lancées, on a besoin de l'équipement pour. Il y a des espaces gaming, des espaces jeux. Une glissade pour les téméraires, ça, c'est sûr que quand on était au studio en personne, la première journée des employés, c'est presque comme une initiation, ceux qui avaient envie d'essayer la glissade. Fait qu'on la voit dans le coin là, qui est à l'entrée de notre studio. Un gym sur place, tout ça. Donc, l'environnement de travail aide à cette créativité-là, puis à cet épanouissement-là côté jeux vidéo. Ensuite de ça, d'autres avantages qu'on aime bien pouvoir jaser pour vous donner une petite idée, c'est tout ce qui est transport en commun. Donc, nous,
On favorise beaucoup tout ce qui est initiative verte, transport en commun. On fournit la passe d'autobus pour tous nos employés pour qu'ils puissent se rendre au studio. Ça fait plus drôle en parlant en temps de pandémie. Là, vous vous doutez, là, en ce moment, on est tous de la maison. Mais en temps normal, on aurait le transport. Puis, il y a l'espace pour les douches dans le studio. Donc, des personnes qui voudraient venir en vélo, en rouleur, quoi que ce soit, peuvent le faire. Côté carrière, ben, on a 2 super bons exemples avec Joanie et Alexandre. Donc, vous allez voir, il y a des possibilités de formation et d'évolution de carrière. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive dans un poste chez Frima qu'on ne peut pas évoluer vers un autre poste, qu'on ne peut pas avoir une progression de carrière. Fait que ça va être quelque chose qui va être bien important. Puis sinon, ben, des fois, peut-être vous en avez déjà entendu parler, des petits avantages un peu spéciaux studio de jeux vidéo, comme des fruits au studio, des massothérapeutes qui viennent faire des massages sur chaise, des lunchs santé sur place, des cours de pilates, puis des activités variées. Donc, ça aide, c'est sûr, à l'ambiance. Puis, je termine Avantage Studio avec quelques initiatives, en fait, qu'on aime bien pouvoir discuter. L'initiative qui vient, qui nous manque beaucoup en ce moment, qui est un déjeuner qu'on faisait environ aux 2 mois au studio, tout le monde ensemble. Donc, à chaque fois, on choisissait un endroit différent pour le faire découvrir aux employés. Donc, on voit certaines éditions. Puis, au-delà du déjeuner, bien, c'est surtout un moment pour se voir tout le monde ensemble puis pouvoir échanger parce que les gens travaillent sur différents projets dans le studio. Donc, des fois, c'est une bonne occasion de pouvoir, c'est ça, se voir puis échanger sur les projets et autres. Sinon, toujours en termes d'initiative studio, c'est un petit peu plus dans la vie sociale. Ben, la première photo qu'on voit en haut à gauche, c'est le Free Magasin, qui est une initiative d'accessoires Frima qui sont créés à l'interne par de nos designers pour les employés. On a dans le milieu en haut aussi les fêtes de Noël à chaque année qui sont dans les plus gros rassemblements. Notre Cupidon à la Saint-Valentin, d'autres fêtes. Puis, la dernière photo en bas dans le coin, c'est une super gang dont Joanie fait partie, qui sont allés faire des dons de sang. Donc, c'est ça. Fait qu'on a des initiatives variées qui vont nous permettre de faire des activités ensemble au studio ou à l'extérieur du studio. Puis, si je pense aux emplois qui sont liés au domaine, peut-être que vous vous le demandez justement, c'est quoi les emplois qu'il y a dans le studio, qui travaille dans un studio de jeux vidéo. Donc, je vous en nomme quelques-uns, puis on va rentrer plus dans le détail avec mes collègues. Donc, il y a la programmation. Je pense que c'était déjà ressorti peut-être quand vous avez eu la question qui a été posée, donc tout ce qui est le code. Le design d'interface, donc le UI design. L'assurance qualité, peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec le métier de testeur ou testeuse de jeux vidéo. Donc, ça fait partie aussi des emplois. La conception de jeu, l'art et l'animation, autant 2D que 3D. Puis l'art technique, qui va vraiment être un super entre-deux entre justement le côté artistique puis le côté limite programmation, justement, beaucoup plus technique. Puis tout ce qui est gestion de projet. Donc, ça, des fois, c'est des termes qui sont propres aux jeux vidéo, mais nous, exemple, la personne qui va pouvoir faire la gestion de projet va être un producteur ou une productrice ou un producteur-productrice associé ou des coordonnateurs. Donc, ça prend des gens pour gérer chacun de ces projets parce que c'est ça, c'est beaucoup. Bien, en fait, c'est tous des jeux qui sont un projet avec des dates d'échéance propres au jeu. Donc, on le voit que c'est très varié. Puis là, on ne les a pas mis là-dedans, mais si jamais ça intéresse quelqu'un, il y a aussi tous les métiers qui sont connexes, en fait, qui ne sont pas directement dans la production de jeux. Donc, un exemple, c'est le mien. Fait que moi, je suis aux ressources humaines, donc je ne produis pas les jeux, mais on a le côté ressources humaines, le côté plus administratif puis finance, puis on a aussi une équipe TI, donc avec des techniciens informatiques, des administrateurs de systèmes, de réseaux. Donc, eux non plus ne sont pas sur la production directe d'un jeu, mais si jamais un métier de ce côté-là vous intéresse, bien, c'est possible de le concilier et d'aller du côté jeu. Alors, je vais passer la parole à Joanie puis Alexandre, en fait, qui vont pouvoir vous dire ça ressemble à quoi concrètement, parce que là, on en parle, mais c'est quoi au quotidien être en jeu? C'est les meilleures personnes pour vous en parler. Fait que je vais passer ça ici, puis Joanie, si tu veux, je te laisse la parole. OK, je vais commencer. Je vais essayer d'être concise, ce qui n'est pas nécessairement ma plus grande qualité.
Donc, dans le fond, moi, je suis Joanie Gagnon, je suis lead conceptrice UI. UI, c'est pour User Interface. Donc, c'est ce que je fais. Depuis 5 ans chez Frima et depuis à peu près presque, je pense, presque 9 ans maintenant dans ma carrière. Moi, dans le fond, j'ai un deck en intégration multimédia à la base. Puis j'ai un parcours qui a été comme entrecoupé. J'ai fait mon deck en intégration multimédia. J'ai travaillé pendant environ 3 ans comme graphiste dans une imprimerie et également, je travaillais à mon compte comme graphiste. Je suis retournée à l'école à un moment donné. J'ai fait un certificat en psychologie. Ça me plaisait plus ou moins. Donc, je suis retournée à l'école encore. J'ai fait une formation en 3D. Dans le fond, j'ai fait 2 ans en 3D à Limoilou et j'ai terminé mon cours de 3D dans une école en France qui s'appelle Supinfocom. Quand je suis revenue de la France, j'étais, ma foi, sans le sou. J'avais plus vraiment d'argent et je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai eu l'opportunité de devenir testeuse de jeux vidéo dans une entreprise à Chicoutimi, puisque je viens du Saguenay. Donc, j'étais de retour aux sources. J'ai commencé comme testeuse. Puis sur place, dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir appliquer sur un poste différent que celui de testeur, comme j'avais déjà une formation qui pouvait coller avec le jeu vidéo. Donc, j'ai appliqué à un poste pour devenir artiste UI. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je veux dire, la dernière fois que j'avais fait des interfaces dans ma vie, c'était à l'école, littéralement, là. J'ai quand même postulé, j'ai quand même osé, là. J'ai eu de l'audace et j'ai eu mon premier poste dans le jeu vidéo comme ça. J'ai travaillé à peu près 3 ans. Je vais vous expliquer après c'est quoi ma job, là, parce que c'est un peu vague, là. Puis, en fait, c'est ça, j'ai juste saisi une opportunité en rentrant avec un autre poste dans le jeu vidéo. C'est un peu ce que Marie-Claire disait, des fois, on peut commencer dans le jeu vidéo avec un autre emploi, puis ça peut déboucher sur quelque chose d'autre si vous avez l'intérêt, surtout l'intérêt, en fait, finalement, là. Puis aussi le talent pour le faire, là, idéalement. Je vais revenir sur mon premier emploi, c'est ça. J'étais graphiste, j'étais longtemps graphiste à mon compte. Là, je le suis beaucoup moins parce que je suis juste très investie dans ce que je fais chez Frima, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je vais vous parler un peu c'est quoi mon travail, là, parce que je sais que artiste UI, concepteur UI, c'est souvent des choses qui parlent plus ou moins. Là, j'ai réalisé en présentant à beaucoup de gens qu'on dirait que personne ne sait qu'on existe, mais on est vraiment important dans les jeux vidéo. Fait que dans le fond, moi, ce sur quoi je travaille, c'est tout ce qui va être ce que vous manipulez comme des boutons, des progress bars, aider à la compréhension du joueur. Il y a les programmeurs, eux, vont m'aider à mettre en place tout ça. Il y a les game designers, eux, vont avoir l'idée de base. Puis moi, je vais aider tout le monde, finalement, à ce que le jeu, l'utilisateur, soit confortable à jouer avec, puis sache toujours qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis c'est comme, mettons, combien de pop-up va vous arriver dans votre écran, c'est quoi la succession des écrans. C'est tout ça, moi, que je vais planifier. Admettons qu'un game designer a décrit comment ça va se passer telle chose dans un jeu, ben moi, je vais déterminer avec lui qu'est-ce que le joueur devrait voir, dans quel ordre. Fait que c'est vraiment un métier qui demande un peu comme ça demande un côté artistique, mais aussi un côté logique, puis ça demande un côté de, comment dire, se soucier finalement de l'utilisateur, là. Ce que je trouve intéressant dans ma formation que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait de la psychologie, puis ça démontrait quand même un intérêt pour finalement les gens, puis comment ils se sentent, là. Donc c'est vraiment ça, là, ma job, c'est en fait, moi, je dis tout le temps là, qu'un bon designer d'interface, là, on n'entend quasiment jamais parler de son travail parce que vous êtes dans le jeu, vous jouez, puis tout est fluide. Fait que moi, je m'assure que vous ne soyez pas fâchés pendant que vous jouez, puis que vous ne soyez pas comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je m'assure de ça. Moi, mes tâches au quotidien, ils ont évolué chez Frima parce que j'ai commencé comme designer d'interface.
Puis après ça, je suis devenue chef designer d'interface, là, finalement. Mes tâches au quotidien, moi, c'est d'encadrer finalement d'autres personnes qui font le métier de designer d'interface. Et également, je fais mes propres projets. Donc, je vais participer à des réunions, je vais lire des documents de design, je vais créer du visuel pour ça. Je vais créer aussi ce qu'on appelle des wireframes. C'est quand on a les premières idées de base pour le jeu. Bien là, on va prendre des boîtes grises, puis juste du texte bien simple. Puis là, on va essayer de se faire une image globale de quoi pourrait avoir l'air le jeu. On teste si ça fonctionne. On va faire beaucoup de modifications par rapport à nos tests. Puis ça, moi, je m'assure juste toujours que c'est le plus optimal possible pour l'utilisateur. Puis chez Frima, moi, je trouve ça le fun, là. On a l'avantage de toucher à tout dans ce domaine-là. Donc, on fait le UX, le User Experience, ça peut être une job à part entière. Chez Frima, on est amené à faire du UX, on est amené à faire de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va prendre nos éléments qu'on a pensés, puis on va aller les mettre techniquement dans le jeu. Fait qu'on a aussi une grosse partie technique. C'est là où est-ce que je dis que je travaille beaucoup avec les programmeurs. Puis on a un côté très artistique aussi parce qu'on va faire le visuel de ces boutons-là, de ces progress bars-là, de ces icônes-là. Donc, moi, ça vient vraiment chercher, comment dire, trois côtés que j'aime beaucoup. J'aime ça réfléchir, j'aime ça aussi avoir les deux mains dedans, techniquement parlant. Puis, j'ai un côté artistique, donc ça comble toutes ces attentes-là. Quand je faisais mon cours en 3D, c'est beaucoup comme plus des fois, dans mon point de vue, beaucoup plus juste artistique, technique. J'avais besoin de ce côté-là où est-ce qu'il faut que je me casse la tête dans un design de jeu. Donc, c'est vraiment ça, le poste de design d'interface. Puis c'est assez varié d'un projet à l'autre aussi. Là, fait que c'est super stimulant, je trouve, comme emploi de toujours devoir OK, se casser la tête, OK, ça va être quoi? C'est quoi qui est le mieux là? Je suis mieux de mettre ça là. Fait que des fois, derrière chaque choix dans un bon jeu, il y a quelqu'un comme moi qui se pose la question, est-ce que le bouton devrait être à gauche ou à droite? Puis il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il va être là, puis pas à un autre endroit. Donc, moi, c'est ce que je fais, grosso modo. L'équipe, moi, je travaille dans plusieurs équipes chez Frima. Il y a vraiment une belle ambiance. Puis quelque chose que j'aime ça dire dans les rencontres, puis que j'aime ça dire à propos de Frima, c'est que Frima me laisse tellement être la personne que je suis. J'ai vraiment l'impression de pouvoir être moi-même quand je travaille, puis j'ai l'impression que c'est ça le jeu vidéo, là. J'aime ça nous voir comme quasiment une gang d'amis en train de faire des jeux. Puis faire des jeux, c'est le fun. Fait que c'est assez relax, là. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, on travaille, on va vraiment travailler fort des fois, mais on n'est pas non plus, tu sais, comme dans une ambiance de bureau où tout le monde est habillé en beige, puis c'est vraiment sérieux puis formel. Le côté moins formel de ça, moi, ça me plaît énormément. Puis, tu sais, je tarde. J'ai tellement hâte de pouvoir retourner au bureau parce que l'ambiance avec les gens, je trouvais ça tellement le fun, là, les blagues qu'on va se faire, juste le plaisir qu'on a à travailler ensemble, c'est pour moi, ça, c'est un avantage là, par rapport à d'autres emplois que j'ai eus. Euh, j'ai vraiment du plaisir avec les gens avec qui je travaille. Puis je trouve que chez Fremont, on essaie de choisir des gens qui collent bien dans les 4 valeurs de l'entreprise, puis ça fait vraiment une grosse différence sur le quotidien. Puis, comment dire? Je vais parler un petit peu des équipes. Il y a des équipes plus ou moins grosses. J'ai été dans des équipes de quasiment 50 personnes, tout comme j'ai été dans des équipes de 9 personnes. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime chez Frima, c'est que comme les projets sont variés, ben, on est amené à travailler dans différents types d'équipes. Puis selon la grosseur de ton équipe, ben, il faut aussi que tu t'adaptes, c'est différent. Puis c'est pas toujours pareil. Puis moi, ça, j'apprécie ça. Sinon, mon élément préféré du poste, c'est d'avoir un petit peu mainmise sur tout dans un jeu vidéo parce que, ma foi, tout ce que je fais touche l'ensemble du jeu. Donc, moi, j'aime vraiment ce côté-là de ma job. Genre, on peut jamais se débarrasser de moi. Je suis toujours là. J'ai toujours un avis sur tout, puis ça, c'est le fun. Mais ça me fait sentir impliquée dans le projet. Puis à la fin d'un projet, ça devient un petit peu comme ton enfant, là. Je veux dire, ça fait 6 mois que tu travailles là-dessus à tous les jours, puis tu veux que ça marche. Puis j'aime beaucoup l'aspect qu'on fait pas juste notre travail pour faire notre travail. Tu sais, on essaie de créer quelque chose qui va nous plaire aussi au final. Puis ça, je trouve ça vraiment
plaisant comme emploi, là, finalement. Tu sais, des fois, il y a des travails que tu vas faire, tu veux juste faire ta job puis finir. Ben moi, des fois, je vais être chez nous puis je vais réfléchir à Ah ouais, ben, je pourrais faire ça. Ah, ça serait malade, tu sais. Puis c'est un aspect que j'aime beaucoup de mon travail. Donc, comment se préparer pour le jeu? Dans le fond, si vous avez un intérêt pour le jeu vidéo, ça serait peut-être d'essayer de cibler, c'est quel aspect du jeu vidéo qui vous intéresse pour essayer de cibler vos études le plus en lien, tu sais. Comme moi, même si j'ai entrecoupé mes études euh, de travail et de différentes études, il y avait comme quand même tout un lien entre ça, mais comment dire, il y a rien qui me disait que j'allais devenir designer d'interface, puis j'ai quand même juste osé postuler à un poste. Donc, voyez c'est quoi vos champs d'intérêt finalement, puis je pense que pour pas mal de champs d'intérêt, c'est possible de se faufiler dans le jeu vidéo. Puis moi, je conseille à tous mes amis, dès que je vois qu'il y a peut-être une ouverture, d'essayer de se faufiler parce que je trouve que c'est vraiment une belle industrie. Puis, comment dire? Dans les formations, tu sais, comme moi, j'ai des decks, puis j'ai l'équivalent on va dire d'un bac à cause de mon école française, là. Mais vous pouvez travailler dans le jeu en ayant des différentes formes de scolarité, là. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un bac. Vous pouvez faire des decks, vous pouvez en faire plus qu'un. Ouais, c'est un peu. Je ne vais pas m'égarer trop, là. Je pense que vraiment le plus important, c'est de vous renseigner là, sur les différents métiers, puis d'avoir l'esprit comme comment dire ouvert là, parce qu'il y en a quand même beaucoup des métiers dans le jeu vidéo là. C'est plus que genre juste le gars qui dessine les bonhommes puis la programmation là. Tu sais, mettons, les testeurs de jeux, ça a l'air de rien comme ça. Tu testes des jeux, mais moi, tous les testeurs de jeux que je connais chez Frima, ils ont, ben, pas tout, là, mais plusieurs, ils ont réussi à grandir dans l'entreprise. Il y en a qui sont commencés testeurs de jeux vidéo, puis sont littéralement rendus producteurs. Puis je suis pas mal sûre que quand ils ont commencé, ils ne pensaient pas que ça allait aller vers ça. Donc, c'est comme vous trouvez un intérêt initial, puis ça peut vous amener à autre chose après. Puis comment qu'on se démarque, là, je pense que l'attitude, ça fait vraiment une grosse différence, là. Vouloir travailler en équipe, vouloir être agréable, vouloir avoir du plaisir. Moi, je pense que c'est un domaine excessivement collaboratif. Puis donc, si c'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez, là, finalement, la collaboration, ça va être plus difficile. Mais si cet aspect-là, là, de créer des choses ensemble, là, vous aimez ça, c'est certain que ça va être pour vous. Fait que je pense que ça serait pas mal ça pour moi, là. Est-ce que je réponds? OK. Je ne sais pas s'il y a des questions en cours, j'allais dire. Sinon, Alex, je t'aurais laissé continuer. Puis, Oui, je pense qu'il y avait une question juste pour Joanie avant. Ouais, Quelle est la formation nécessaire pour être testeur de jeux vidéo? Ben, je pense que tu peux avoir différentes formations. Tu sais, comme moi, je sais qu'il y a des gens qui venaient de finir, mettons, leur deck en programmation, qui venaient de finir leur deck en intégration multimédia. Peut-être que Marie-Claire va avoir la réponse plus précise à moi, mais moi, j'ai l'impression que tu peux arriver de plusieurs domaines pour tester des jeux vidéo. Je ne sais pas si Marie-Claire, tu peux compléter l'information. Oui, ben, tu avais vraiment des bons éléments. En fait, il n'y a pas une formation spécifique demandée. D'habitude, ce qu'on va demander comme exigence, c'est d'avoir complété son secondaire 5. Donc, une fois que les gens ont ça, après, s'il y en a qui ont fait des AEC, des DEP, tout ça, des fois, ça peut être des bons plus parce qu'ils ont pu découvrir des choses qui fitaient avec le poste. Mais sinon, on a des personnes aussi qui ont fini leur secondaire, qui avaient un gros intérêt pour le jeu vidéo, qui se sont renseignés par eux-mêmes, tout ça, puis qui sont devenus testeurs. Donc, on voit que c'est assez large là, ce qui peut être fait pour ça. Fait que je dirais l'exigence minimale, là, ça serait le secondaire 5 pour le poste de testeur. Est-ce que j'en... Ton micro est fermé, Alex.
Oh, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Salut tout le monde. Mon nom, c'est Alexandre. Je suis lead programmeur chez Frima. Je suis chez Frima depuis 5 ans environ. Évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez du début de la présentation, mais moi, je n'ai pas toujours été programmeur dans ma carrière. Quand j'ai commencé, tout d'abord, moi, j'ai jamais été un bon élève. OK? Au secondaire, là, j'étais le genre d'élève qui n'écoutait pas, qui faisait des singeries en arrière de la classe. C'était beaucoup plus important pour moi que de travailler et de donner mes devoirs. J'étais bon avec le monde, mais je n'étais pas bon à l'école. Surtout en maths. Hein, 62, 54, 57. J'étais tout le temps à peu près. Les profs, la plupart du temps, me faisaient passer par charité plus que par mérite. Puis, quand je suis arrivé au cégep, ça donnait ce que ça donnait. Hein. J'étais habitué de me faire encadrer au secondaire. Quand je suis arrivé au cégep, j'avais le choix de faire ce que je voulais. Donc, moi, j'ai décidé de prendre le cours Cafétéria 101. Donc, je n'allais pas à mes cours. Je perdais mon temps, tout ça. La vie était belle. Mais ça a fait en sorte que, éventuellement, le cégep, j'ai été même expulsé par mon cégep parce que j'échouais trop de cours. Donc, j'avais des notes qui étaient épouvantables. Littéralement, le cégep m'a dit, écoute, t'es pas assez bon pour nous. Même si tu payes pas d'argent, t'es pas assez bon pour nous. Faut que tu t'en ailles. Donc, ça m'a fait réfléchir beaucoup à ce que je voulais faire dans la vie. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire, en fait. Puis, en y réfléchissant, j'allais voir un orienteur. Puis, ce qui est ressorti de ça, c'est que j'étais bon avec le monde. Oui, mais j'étais bon aussi en langue. Donc, l'orienteur m'a dit, pourquoi tu pourrais pas, tu pourrais pas faire enseignant de langue? Moi, je me dis, ah ouais, j'ai toujours été bon en anglais. OK, ouais, je pourrais être enseignant en anglais, pourquoi pas? Donc, ça m'a donné un genre d'objectif à suivre. Puis, ça m'a permis de finir mon cégep. Bon, tant bien que mal. Et éventuellement, d'aller à l'université et de travailler, je dirais, juste assez pour obtenir mon diplôme. Et j'ai travaillé 5 ans comme prof d'anglais au secondaire. Puis ça se passait quand même bien, mais à chaque début d'année, tu te dis, bon, qu'est-ce que je recommence, là? Est-ce que je veux-tu vraiment me relancer pour une année scolaire au complet, puis tout? Puis il y a 6 ans, je me suis levé un matin et j'ai dit non, ça ne me tente pas. J'ai envie d'essayer de faire autre chose. J'avais toujours aimé l'informatique, j'y avais pensé même quand j'étais au cégep d'aller en informatique, mais ce que je me rappelais, c'est que je n'étais pas bon en maths. Hein? Puis mes parents me le disaient, non, tu n'es pas bon en maths, trouve-toi le plus de portes possible, c'est ça qui est important, comme ça tu vas avoir plus de choix. Moi, je vous le dis tout de suite, avoir le plus de choix possible, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose qu'on aime faire. Moi, quand je me suis dit, je suis pas assez bon en maths pour être en informatique, puis tout, bon. Mais là, je me questionnais. Bon, je regardais des pubs. À un moment donné, j'ai vu une pub qui venait du Collège Barthes. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le Collège Barthes. C'est un collège qui enseigne toutes sortes de choses, dont la programmation, le motion design, des choses comme ça, la bureautique même. J'ai vu cette pub-là, puis je dis, je vais aller à la rencontre d'information. Puis quand je suis allé à la rencontre d'information, mais programmeur, ça a l'air pas pire. C'est la personne qui fait en sorte que le jeu, qui devient la réalité. Dans le fond, on prend les idées de tout le monde, puis on combine ça, puis c'est nous autres qui combinent tout, puis qui fait en sorte que le jeu devienne réalité. Je pourrais essayer ça. Puis j'ai découvert que finalement, les maths, quand on n'a pas de raison d'en faire, OK, c'est peut-être plate, mais quand c'est pour faire sauter un bonhomme ou faire lancer une boule de feu à quelqu'un, là, soudainement, ça devient plus intéressant. Puis j'ai découvert que j'étais excellent en maths, finalement. Fait que, des fois, quand vous êtes à l'école, puis vous avez l'impression que j'ai ça, telle matière, ça me sert à rien, puis tout. Ouais, mais OK, mais dans la vie, à un moment donné, on vient qu'à se servir d'une matière qu'on a appris, puis peut-être pour des raisons qu'on n'aurait pas pensé. Moi, j'aurais jamais pensé qu'au secondaire, quand mon prof me parlait d'algèbre, ça finirait par faire en sorte que mon guerrier pourrait faire une meilleure attaque d'épée, finalement, dans mon jeu que j'allais programmer 10 ans plus tard. T'sais. Fait que c'est quelque chose à garder en tête. Moi, quand j'étais au Collège Barthes, mes profs, c'était des gens qui étaient des enseignants, qui travaillaient dans l'industrie, notamment chez Frima. Donc, quelques-uns de mes profs, c'était des programmeurs qui étaient chez Frima. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de les impressionner, je vais travailler fort, puis peut-être qu'au terme du cours, ils vont m'offrir un job. C'est exactement ça qui est arrivé. Moi, quand j'ai terminé mon cours, je suis allé chez Frima, puis c'était un AEC, hein, au fait. On parle de bac, puis on parle de maîtrise, puis on parle de DEC, mais moi, c'est seulement un AEC que j'ai fait. C'était un cours d'1 an intensif. J'ai fait juste la programmation pendant 1 an. Puis quand je suis sorti de là, je connaissais un peu de tout, mais c'était plus mon désir que mon bagage de connaissances qui m'a mené là. Puis,
mes profs, dans le fond, ils m'ont référé. Ils m'ont dit, hey, tu sais, Alex, c'est un bon apprenant, il est willing d'apprendre, puis tout ça, moi, je leur donnerai une chance. Puis, dans le fond, en 5 ans, j'ai passé de programmeur junior, donc un programmeur qui est complètement pas indépendant. Là, il doit avoir la supervision de quelqu'un tout le temps. Je suis éventuellement devenu programmeur autonome, où je peux faire ce que il n'y a personne qui valide mon travail. Puis éventuellement, il n'y a pas longtemps, je suis devenu lead programmeur. Donc, j'ai littéralement une équipe de gens qui ont beaucoup plus d'études que moi, qui écoutent ce que moi je leur dis de faire. Donc, tu sais, quand on dit que comment on fait pour se démarquer dans le jeu vidéo? Qu'est-ce qu'on recherche? On ne recherche pas quelqu'un nécessairement qui a 12 ans d'études puis qui a, mon Dieu, des accolades incroyables. Non, on recherche quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui veut apprendre puis qui aime ça le jeu. Puis, comme disait Joanie, l'attitude, c'est tellement important. C'est ça qui nous permet de se démarquer dans une industrie comme ça parce que si ça ne nous tente pas d'être là, si ça ne nous tente pas de travailler en équipe, ben on peut se partir à notre compte dans notre sous-sol puis ça va faire un bon résultat. Mais si on veut vraiment travailler dans une grosse équipe et faire des projets qu'on ne serait jamais capable de faire seul, de participer à des grandes choses, ben c'est l'attitude qui est importante. Voilà. Mes tâches au quotidien, ça ressemble à quoi? Si j'ai la permission de vous montrer mon écran, je pourrais peut-être prendre le contrôle. Je ne sais pas si je volerais l'écran à Marie-Claire, parce que là, j'ai comme pas le droit. Là. Mais, Tu essayé, Alex? Je pense que. est-ce qu'il y a moyen que j'obtienne l'autorisation de pouvoir partager mon écran parce que ça me dit que l'autre me ne le permet pas? C'est fait, je t'ai donné la permission ultime. Oh, j'ai maintenant la permission. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler tantôt de Unreal Engine. Unreal Engine, c'est l'outil que j'utilise moi tous les jours pour programmer des jeux. Dans le fond, j'essaie de vous montrer ça. Ça ressemble à ça. Moi, ça, c'est mon outil de travail de tous les jours. Je tombe là-dedans, puis je fais la majorité de mon travail là-dedans. Si je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, depuis quelques mois, je travaille sur un projet qui s'appelle Forza Street. On travaille avec Microsoft. De nos clients, c'est littéralement des gens qui travaillent pour Microsoft, que je parle avec eux tous les jours. Puis, tu sais que, oh, et là, je viens d'avoir un crash. J'aurais pas dû être trop ambitieux, mais ça ressemble à ça. On est en train de faire des changements à tout moment. Fait que, voilà. Désolé. Il y a 2 façons de coder dans Unreal Engine. On peut coder avec le bon vieux code que vous pouvez voir ici. Ça a l'air intimidant, mais pensez à apprendre une nouvelle langue. Si moi j'apprends l'anglais, ben, c'est un peu le même principe. Apprendre un langage qu'on appelle le C++, c'est un peu le même principe que d'apprendre une nouvelle langue. On apprend du vocabulaire, puis ça nous permet de jaser avec l'ordinateur puis lui dire qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Puis l'autre, ben là, c'est sûr si je vais arrêter de Cherry si Marie-Claire veut prendre le contrôle. Dans le fond, l'autre façon de coder, c'est de la programmation visuelle qu'on appelle. Si jamais mon ordi finit par loader, je vous le montrerai. Là. Mais si vous avez peut-être déjà vu ça, de la programmation visuelle, c'est vraiment littéralement des boîtes où ce que je dis, bon, ben moi, je suis là à un certain état, puis là, je relis, je vais littéralement avec du code où ce que je peux voir plus que l'écrire. Donc, c'est 2 façons où ce que je peux... Oui, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait popé. Oui, exactement. C'est bel et bien du C++. Moi, je code dans deux langages qu'on appelle le C++ et le C#, qui sont les langages les plus reconnus dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a toutes sortes de façons d'apprendre le C++. Si vous voulez devenir un programmeur dans une compagnie de jeu, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une formation. On a des gens qui apprennent le C++ dans leur temps libre, deviennent super bons avec ça, ils arrivent au studio, « Hey, regardez ce que j'ai fait. » Si vous êtes capable de démontrer ce que vous avez fait, ben pour nous, si on voit que vous êtes bon là-dedans, ça peut valoir autant qu'un diplôme, littéralement. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment les personnes plus que les titres ou les diplômes. Oh, mon éditeur a fini de compiler. Je vais vous montrer ça 2 secondes, puis après ça, je reprends le contrôle. Donc,
Ça sent bien. Et voilà. Donc, littéralement, tu sais, moi, quand je tombe sur un menu, ben, quand on parlait de la job de Joanie tantôt, Joanie, sa job, ça pourrait être de faire les éléments visuels qu'on voit dans votre écran ici. Tu sais, les boutons, c'est elle qui les fait. Elle fait les jauges ici, tout ça. C'est comme ça, c'est par exemple un écran où on voit deux joueurs, un contre l'autre. Il y a un joueur de ce côté-ci, puis un joueur de l'autre côté. Moi, ce que je fais, c'est que je m'assure que tout ça fonctionne. Soit avec mon code ici, comme je vous montrais tantôt en écrivant, ou sinon, avec du code, comme je disais, du code visuel. Donc, je peux littéralement me promener dans mon code puis voir comment ça se passe. Donc, si je me dis, ben, tu sais, si moi, ça fait pas mon affaire, je peux littéralement prendre ça ici, je brise le lien, puis là, je peux dire, hey, ben, ajoutons une condition ici, puis, OK, ben, si cette condition-là est vraie, ben, OK, je fais ci, puis si elle est fausse, ben, je fais autre chose. Vous voyez, donc, tu sais, c'est vraiment ça, pour les gens qui sont moins habitués tu sais, qui trouvent ça intimidant de tomber dans un écran comme ça, parce que, oh mon Dieu, on voit tellement de code, puis je comprends rien. Ben, tu sais, des fois, ça peut être une bonne façon de l'apprendre, comment coder visuellement. Ça nous permet de développer la logique qui fait de nous un bon programmeur. Donc, voilà. Ça, c'était ma partie. S'il y a des questions, libre à vous de les poser. Sinon, je pense que je redonne la parole à Marie-Claire. Oui, merci vraiment, Alex. Est-ce que vous voyez mon écran avec la présentation standard? Oui. En fait, c'était la dernière partie, puis on voulait tester vos connaissances. Fait qu'on avait des petites questions en finissant avec vos questions, si vous en avez. Fait qu'on reprend la même formule avec notre petit Slido, soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, première question, vrai ou faux, est-ce qu'il y a une formation obligatoire pour devenir programmeur, designer ou artiste? Laisse regarder ça. Ah, je vous ai donné la réponse il n'y a pas longtemps, là. Oui, bien, écoutez, c'est faux. Il y a des formations qui peuvent être des beaux plus, mais il n'y en a pas une spécifique. Donc, on a un super bon exemple avec Alexandre qui a fait un AEC. D'autres personnes vont avoir fait un baccalauréat. D'autres personnes vont avoir fait plusieurs parcours différents, puis ça va fonctionner. Même chose avec Joanie. Donc, non, il n'y a pas une seule formation obligatoire. Puis je dirais le côté osé que Joanie a dit, c'est une bonne idée aussi. Des fois, on voit des exigences qui peuvent être demandées, mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas un super bon portfolio, des projets personnels, on ne peut pas appliquer puis tenter sa chance. Donc, ça vaut la peine. Ensuite de ça, le terme UI signifie User Interface, donc l'interface utilisateur. Unique illustration, donc une illustration spécifique dans un niveau de jeu. Ou unité illimitée. Oui, exactement. Disponible pour un joueur ou une joueuse. Laisse regarder ça. UI. Yeah, c'est super. Fait que, effectivement, c'est l'interface utilisateur. Je voyais tes expressions faciales, Joanie, aux autres choix de réponse aussi. Mais oui, effectivement. Donc, c'est bien ça. Puis, finalement, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important pour faire carrière en jeu vidéo? La passion, l'esprit d'équipe ou être le ou la meilleure dans son domaine? Regardez ça. C'est super. J'avais mis l'esprit d'équipe qui comptait aussi, mais en fait, le but, c'était quasiment d'amener en lumière l'autre, que être là ou la meilleure dans son domaine, non, c'est pas ça le plus important pour faire du jeu vidéo. On pourrait avoir la meilleure personne au monde si l'attitude n'y est pas, la passion n'y est pas, puis l'esprit d'équipe n'y est pas, ça ne fera pas une formule gagnante en jeu vidéo. Fait que super, je pense que tout le monde l'a bien saisi. Puis ça serait tout pour nous. En fait, si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser sur le chat, là, je ne les ai pas mis via l'application Slido, donc s'il y en a sur le chat, on est là pour ça. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Donc, je relance, si jamais il y a des questions pour l'intégrale de la présentation d'aujourd'hui, vous avez juste à l'écrire dans le chat. Si c'est pour une invitée plus précisément, juste à le préciser. Gênez-vous pas, on aime ça parler. Surtout moi.
Bon, ben, si par contre, il n'y en a pas, puis que ça vous a quand même peut-être fait découvrir des choses méconnues du jeu vidéo, ben nous, ça va être mission accomplie. En tout cas, dans les questions à choix multiples, ça a été super. Oh! Ah, on en a une question aussi. C'était quoi le logiciel de Jonathan pour programmer visuellement avec les boîtes? Ça m'a l'air pour moi la question. Dans le fond, le logiciel, moi, dans le fond, on code dans ce qu'on appelle Unreal Engine. Vous avez peut-être déjà vu ça passer si vous êtes un fan de jeux vidéo. C'est juste que Unreal Engine a un module qu'on appelle UMG qui nous permet de faire de la programmation visuelle. Mais de la programmation visuelle, c'est pas propre à Unreal Engine. Ça existe dans toutes sortes de programmes qui sont. Il y en existe sur Internet plusieurs. Récemment, c'est un mouvement qui est apparu plus parce que les gens disaient ah, moi, j'aimerais ça être programmeur, mais je comprends rien du code. Je suis pas capable de lire ça, c'est trop compliqué, puis je suis pas capable de me retrouver là-dedans. Donc, c'est là que le mouvement de programmation visuelle là, est devenu vraiment plus populaire parce qu'au final, c'est un peu la même chose. C'est juste que le bloc de code, au lieu que je doive écrire fais telle manipulation, ben, je peux juste prendre une boîte dans ma pile de boîtes qui dit fais telle opération, puis la prendre. Puis après ça, je peux la relier avec une autre boîte. C'est pareil comme si j'avais écrit des lignes de code, mais je le vois devant moi. Donc, des fois, pour des gens qui sont plus visuels, ça peut être vraiment le fun à utiliser, plus que le bon vieux code traditionnel. Il faut faire attention, évidemment, parce qu'il faut bien l'organiser. Il faut que ça soit, pour que la personne soit capable de bien le lire, il faut bien l'organiser. Si on fait juste prendre les boîtes et toutes les mettre n'importe comment dans l'écran, mais ça va marcher, mais la personne d'après, elle ne va rien comprendre. C'est ça qui est important quand on travaille en équipe, c'est de faire en sorte que si moi je travaille, la personne après moi est capable de regarder ce que j'ai fait, de faire ah, ok, c'est ça qu'il voulait faire, puis continuer. Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mm-hmm. Ça avait l'air complet. Sinon, avez-vous d'autres choses à rajouter pour les invités? Ou c'était complet pour vous? Je pense que oui. Ben, en tout cas, c'est les messages qu'on voulait passer, je pense qu'ils ont tous été dits. OK, super. Donc, merci à tous de vous être présentés pour cette activité Viens découvrir différents services avec Frima. Un remerciement tout particulier pour nos invités Marie-Claude Pirolo, Alexandre Veillette et Joanie Gagnon. Merci Votre beaucoup. participation à l'activité nous a permis d'en connaître un peu plus sur votre entreprise. Merci. Merci. Également, ne manquez pas, demain, à compter de 9h30, place aux vedettes avec le docteur Stanley Volant sur Chemin des rêves. Mon nom est Andawa. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée. Au revoir. Bye bye.